Un jour, elle se réveillera dans la boue et réalisera que tu es passé à autre chose, que c'est toi qui as toujours lutté et qui aspirais à une relation sérieuse. Elle comprendra que ces hommes pour lesquels elle s'obstinait tant n'étaient jamais vraiment présents. Ils ne cherchaient qu'une aventure éphémère. Et toi, tu étais intense, tu as persévéré et tu as montré à tes proches que tu avais un plan, un projet, une vision pour construire quelque chose de solide. Tandis qu'elle courait après l'adrénaline, tu lui offrais la stabilité. Tandis qu'elle confondait adrénaline et amour, tu lui apportais la constance. Et le moment viendra où le tumulte des mauvais choix s'apaisera, et il ne restera que le souvenir de l'homme prêt à rester. La question n'est pas de savoir si cela arrivera. La question est, quand va-t-elle enfin ouvrir les yeux et réaliser que tu es l'homme qu'il lui faut ? Aujourd'hui, je vais vous révéler 11 moments où cette prise de conscience commencera à la frapper. Et quand ce sera le cas, il sera peut-être trop tard. À partir de maintenant, vous allez entendre ce que personne n'ose dire, les vérités occultées par des discours préparés que la plupart préfèrent ignorer. Alors, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, likez la vidéo et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, car je veux savoir d'où vous nous suivez. Beaucoup de femmes craignent qu'une chaîne comme la nôtre atteigne 100 000 abonnés, car elles savent que plus les hommes prennent conscience de la situation, moins la manipulation est efficace. Se réveiller ne sert à rien si tout le monde dort encore. Alors, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour nous aider à développer notre communauté d'hommes lucides et préparés. C'est entièrement gratuit. Sans plus tarder, passons aux choses sérieuses. Premier moment, quand vous réalisez que vous n'avez pas cherché à le poursuivre. Un silence presque imperceptible s'installe en elle au fil des jours. Elle réalise que son téléphone reste muet, qu'aucun message n'arrive au beau milieu de la nuit, implorant une seconde chance, qu'aucun message vocal empli de désespoir n'envahit sa boîte de réception, qu'aucun « j'ai besoin de toi » n'est écrit à 3 heures du matin. Qu'aucun « donne-moi juste une autre chance » n'est répété à l'envi, comme si le nombre de messages pouvait changer quoi que ce soit, comme si l'intensité du désespoir était proportionnelle à la profondeur du sentiment. Et c'est précisément dans ce silence pesant, dans ce vide qu'elle a elle-même créé, en prenant une décision qu'elle croyait libératrice mais qui s'avère de plus en plus pesante, que la vérité éclate enfin au grand jour d'une manière totalement inattendue, d'une manière dont personne ne l'avait prévenue de la douleur intense, d'une manière qui ne figurait pas dans le scénario qu'elle avait imaginé lorsqu'elle a décidé d'aller de l'avant. Car toute sa vie, on lui avait inculqué que l'amour se manifeste dans le désespoir de l'autre, que plus un homme supplie, plus il aime, que plus il s'humilie, plus le sentiment qu'il porte est précieux, que plus il abandonne sa propre dignité, plus il prouve que cette femme vaut tout pour lui. Et toi, contrairement à tous les autres qui ont croisé son chemin, en laissant derrière eux des messages désespérés et des appels sans réponse, tu n'as tout simplement pas joué à ce jeu. Tu as encaissé sa douleur avec une maturité qu'elle était encore incapable de reconnaître à ce moment-là, tu as ravalé ta fierté blessée sans faire d'esclandre, tu as remis les morceaux dans ta poche sans attirer l'attention, et tu as continué à marcher la tête haute. La tête haute, la vie qui continuait malgré le cyclone qui faisait rage en toi et détruisait tout sur son passage. Et ce geste, apparemment simple pour un observateur extérieur, apparemment froid pour quelqu'un qui ne comprend pas ce que signifie s'aimer véritablement, a semé en elle la première graine de regret d'une manière si profonde et si silencieuse qu'elle ne pouvait même pas identifier exactement quand elle a commencé à pousser, quand cette petite graine a commencé à se transformer en un arbre qui occupe de plus en plus d'espace dans son cœur. Elle se met à cogiter aux moments les plus inattendus et les plus inopportuns du quotidien, au beau milieu d'une réunion importante au travail, alors qu'elle devrait se concentrer sur les chiffres de son tableur, sous une douche chaude, un vendredi après-midi, alors qu'elle essaie de se détendre et d'oublier la semaine, dans la file d'attente du supermarché, le regard vide, allongée dans son lit à 11 heures du soir, son téléphone portable sur la poitrine, attendant une notification dont elle sait rationnellement qu'elle n'arrivera pas, mais qu'elle espère, désire, dont a encore besoin, d'une manière qu'elle ne peut même pas se l'avouer. Elle se surprend à attendre un geste de votre part qui n'existe plus,
à attendre un signe que vous êtes toujours là, souffrant en secret, à attendre que vous vous manifestiez d'une manière ou d'une autre, pour prouver que son absence a détruit votre monde, tout comme votre absence de désespoir détruit silencieusement le sien. Et lorsque ce signe n'apparaît pas, lorsque la preuve ne vient pas, lorsque le jour se termine et qu'un autre commence, puis un autre encore, sans que vous ne donniez la moindre explication sur où vous êtes, ni sur ce que vous faites, un malaise étrange et troublant s'empare d'elle d'une façon qu'elle ne peut expliquer, ni à ses amis les plus proches, ni même à sa sœur qui sait tout, ni même à elle-même, lorsqu'elle tente d'être honnête, dans un rare moment de lucidité et de courage émotionnel. Elle ouvre Instagram, cherchant discrètement ton profil, comme si c'était une chose anodine et sans importance, regarde tes stories en mode incognito, se croyant maligne et persuadée que personne ne le remarquera, vérifie si tu as publié quelque chose de nouveau, si tu es apparu sur des photos avec quelqu'un, si tu as donné le moindre signe de vie qu'elle puisse interpréter et analyser pendant des heures, allongée dans l'obscurité de sa chambre, et lorsqu'elle te trouve apparemment en bonne santé, semblant aller de l'avant, respirant apparemment sans le poids qu'elle imaginait que tu porterais éternellement, quelque chose en elle se contracte d'une manière inconfortable et effrayante, d'une manière qu'elle n'a pas encore le courage de nommer regret, mais c'est exactement ce que c'est, qui a déjà l'odeur et le goût du regret, même si elle refuse encore de le reconnaître. Ce qu'elle ne comprend pas encore, ce qu'elle mettra des semaines, voire des mois à intégrer pleinement et honnêtement, c'est que ton absence de désespoir ne signifie pas un manque d'amour, cela signifie du respect de soi, cela signifie que tu l'aimais vraiment, mais que tu t'aimais aussi toi-même, que tu comprenais que supplier quelqu'un qui a choisi de partir n'est pas du romantisme, n'est pas une preuve d'amour profond, n'est pas un beau geste digne d'admiration, c'est un manque d'amour-propre déguisé en dévotion, c'est une confusion émotionnelle masquée par des sentiments authentiques. Et c'est précisément la différence entre toi et tous les autres qui ont croisé son chemin, tous ceux qui se sont prosternés et sont partis malgré tout, tous ceux qui ont pleuré à ses pieds et qui pourtant n'ont pas su être là pour elle quand ils en ont eu l'occasion. Tous ceux qui ont sacrifié tout ce qu'ils avaient de bon en échange d'une approbation qu'elle n'a jamais vraiment donnée. Tu savais pertinemment que l'amour obtenu par la supplication n'est pas de l'amour, mais de la pitié, de la culpabilité, une obligation émotionnelle. Tu n'as jamais voulu de sa pitié, tu n'as jamais voulu être un fardeau pour elle par simple sentiment de responsabilité. Tu voulais qu'elle choisisse librement et en toute conscience. Tu voulais être celui qu'elle choisisse chaque jour par pur plaisir et non par remords de t'avoir abandonné. Et lorsqu'elle n'a pas fait ce choix, tu as respecté sa décision avec une dignité silencieuse dont la plupart des hommes seront incapables. Elle comprendra, en son temps et à sa manière, douloureuse mais nécessaire, qu'un homme qui ne la courtise pas n'est pas un homme indifférent, mais un homme profondément conscient de sa propre valeur. Cette prise de conscience bouleversera tout en elle. Elle réécrira l'histoire qu'elle se racontait. Elle la poussera à remettre en question chacune de ses décisions et chaque argument utilisé pour justifier la fin d'une relation qu'elle savait, au fond, être bonne. Deuxième scénario, lorsqu'une autre femme s'intéresse à vous. Rien, absolument rien au monde ne bouleversera sa conscience plus brutalement, plus immédiatement et plus intensément que le jour où elle découvrira, que ce soit par une photo anodine publiée sans intention de blesser qui que ce soit, un commentaire sur une publication qu'elle n'aurait pas dû consulter, une histoire innocente apparue à l'écran sans y être invitée, ou par un ami commun qui le lui a révélé sans se rendre compte du mal qu'il causait, qu'une autre femme la regarde, qu'une autre femme a vu en quelques secondes ce qu'elle a possédé pendant des années et gaspillé sans l'apprécier, qu'une autre personne est arrivée en la regardant avec ce désir sincère et cette admiration dans les yeux qu'elle aussi a éprouvé autrefois, mais qu'elle a laissé se faner par négligence, par manque d'attention, pensant que cela lui serait toujours accessible, peu importe la façon dont elle le traiterait. Pendant que vous étiez seul, que vous digéiez votre douleur en silence et tentiez de reconstruire votre routine sans elle, elle entretenait un récit rassurant dans sa tête, celui
séduisant et trompeur, que vous seriez là à l'attendre indéfiniment, que le temps jouait entièrement en sa faveur et qu'elle pouvait en disposer à sa guise, que si un jour elle voulait revenir, il lui suffirait d'un signe et vous accouriez, le cœur battant la chamade, sans poser de questions. Ce récit agit comme un puissant anesthésiant qu'elle utilise sans s'en rendre compte, une façon de garder la porte ouverte sans avoir le courage de la franchir, de contrôler totalement la situation sans assumer la moindre responsabilité émotionnelle, de se rassurer en sachant qu'elle a une solution de repli toute prête pour quand l'exaltation de la liberté s'estompera et que la solitude vous frappera de plein fouet. Et puis, sans prévenir, sans demander la permission, une autre femme apparaît, peut-être une connaissance qu'elle n'aurait jamais imaginée, peut-être une inconnue surgie de nulle part, peut-être quelqu'un de complètement différent d'elle par son style et ses manières, et tout ce récit confortable et soigneusement construit s'effondre avec une rapidité effrayante et cruelle, comme si quelqu'un lui avait soudainement retiré le tapis sous les pieds et qu'elle tombait sans rien à quoi se accrocher, sans aucun moyen d'arrêter l'impact qui allait suivre. Le premier sentiment qu'elle tentera d'identifier et de nommer est la jalousie, mais elle refusera de l'appeler par son vrai nom, car admettre la jalousie, c'est admettre qu'elle ressent encore quelque chose de réel et d'important. Et admettre qu'elle la ressent encore, c'est admettre qu'elle a eu tort de laisser partir. Et admettre qu'elle a eu tort, c'est démanteler complètement la version de l'histoire qu'elle raconte à tout le monde depuis la rupture. Alors, elle rationalisera avec une créativité impressionnante, essayant de se convaincre qu'il ne s'agit que de surprise, de l'étrangeté naturelle de voir quelqu'un qui lui appartenait avec quelqu'un d'autre, que n'importe qui ressentirait cela dans cette situation, et que cela ne signifie absolument rien de ce qu'elle ressent elle-même. Mais au fond d'elle, dans une couche à laquelle elle accède difficilement car cela exige une honnêteté encore trop douloureuse, elle sait avec une précision chirurgicale ce qu'elle ressent et sait avec la même précision ce que ce sentiment signifie par rapport à tout ce qu'elle a laissé partir. Elle se met à observer l'autre femme avec une attention méticuleuse et gênante qu'elle n'avouerait jamais à personne, analysant chaque détail physique, comparant les personnalités, se demandant ce que cette personne possède qu'elle n'a pas ou ce qui la différencie des autres. Et à un moment douloureux de cette analyse interminable, une pensée la perturbe profondément et irrévocablement. Cette femme vous regarde avec une admiration sincère et sans filtre, s'efforce activement de gagner votre attention, fait ce qu'elle aurait dû faire elle-même lorsqu'elle en avait l'occasion, mais qu'elle a choisi de ne pas saisir parce qu'elle pensait que vous seriez toujours disponible pour être apprécié plus tard, quand elle jugerait le moment opportun. Et réaliser qu'une autre personne est prête à apprécier avec enthousiasme ce qu'elle a rejeté avec dédain est l'une des sensations les plus amères, les plus destructrices et les plus difficiles à accepter qui soit. C'est une douleur particulière, sans nom précis, mais que quiconque l'a éprouvée reconnaît immédiatement au fond de son cœur. Ce qui la blessera le plus profondément, ce n'est ni la jalousie en elle-même, ni l'idée concrète de te voir avec une autre construire ce qui aurait pu être à elle. Ce qui brisera véritablement quelque chose d'irréparable en elle, c'est la confirmation absolue et indéniable que tu as toujours été désirable, que le problème n'a jamais été toi, que pendant qu'elle critiquait ce qu'elle avait et se persuadait que le monde regorgeait de meilleures options, le monde autour d'elle savait déjà clairement ce qu'elle tardait tant à comprendre, trop occupée par son orgueil. Une autre femme n'a pas eu besoin de mois de réflexion, de conversation avec des amis, ni d'une liste de pour et de contre pour voir ta valeur. Elle l'a vu rapidement et clairement, t'a courtisé sans hésiter, sans chercher de validation extérieure, sans en faire tout un plat et sans avoir besoin d'être convaincu que tu valais la peine. Et cela lui tend un miroir impitoyable. D'une manière qu'aucune conversation, aucune dispute, aucune querelle, aucun conseil d'amis n'aurait pu faire avec la même efficacité. Elle comprendra à cet instant précis, de manière viscérale, instinctive et absolument irréfutable, que les hommes bons et intègres ne restent pas les bras croisés à attendre indéfiniment que quelqu'un décide s'ils sont à la hauteur,
que le monde perçoit la valeur qu'elle a choisi d'ignorer trop longtemps, que la vie ne s'arrête pas par respect pendant qu'elle prend ses propres décisions à son propre rythme, et que chaque jour passé à penser qu'elle avait le droit de vous laisser attendre, dans un tiroir était en réalité un jour que quelqu'un de plus intelligent et de plus attentif utilisait pour se rapprocher de vous, pour construire quelque chose avec la matière première qu'elle a gaspillée sans s'en rendre compte. Troisième moment, lorsque son orgueil s'apaise. L'orgueil est la barrière la plus tenace, la plus insidieuse et la mieux dissimulée qui puisse exister chez une femme qui sait au fond d'elle-même avoir commis une erreur, mais qui n'est pas encore prête émotionnellement à affronter cette vérité. Il ne se présente jamais comme de l'orgueil, car s'il le faisait, il serait trop facile à identifier et à démanteler. Il se camoufle sous une haute estime de soi, se cache confortablement derrière des phrases comme « je mérite mieux que ça » et « je sais très bien ce qui est bon pour moi », se nourrit d'une validation extérieure constante, de conversations avec des amis qui approuvent tout, car il est plus facile et plus confortable d'acquiescer que de dire des vérités que personne ne veut entendre, de publications sur les réseaux sociaux prônant l'amour de soi, avec une conviction qui s'amenuise de semaine en semaine. Et tant que cette fierté est à son comble, tant qu'elle a assez de combustible pour alimenter la flamme, elle parvient à maintenir le récit selon lequel c'était la bonne décision, qu'elle a été courageuse, qu'elle s'est libérée d'une contrainte. Mais la fierté est une construction qui a besoin d'être constamment nourrie, et vient inévitablement un moment où la nourriture vient à manquer, où les sorties entre amis perdent de leur charme, où de nouvelles rencontres révèlent que ce qu'elle a vécu était rare et exceptionnel, où la réalité frappe à sa porte avec une facture qu'elle n'avait pas encore pris le temps d'évaluer. Et lorsque la fierté commence enfin à céder, lorsque les murs qu'elle a érigés se fissurent sous le poids accumulé de la réalité, ce qui apparaît de l'autre côté est une lucidité douloureuse et nécessaire qu'elle avait fui de toutes ses forces. La perte de fierté ne survient pas d'un coup. Ce n'est pas un événement unique et dramatique, mais un processus lent et silencieux qui s'amorce dans de petits moments du quotidien qu'elle remarque à peine au début. C'est ce vendredi soir où elle préférerait être chez elle plutôt qu'en boîte, un endroit qui lui paraissait si attrayant lorsqu'elle était en couple. C'est cette conversation superficielle avec une nouvelle personne qui lui fait prendre conscience de la profondeur et de la richesse de ses échanges avec toi, une profondeur dont elle ignorait même l'existence. C'est ce problème qui surgit au travail ou en famille et qu'elle résout seule. Et en plein milieu de la résolution, elle réalise que son premier réflexe a été de t'appeler, d'entendre ta voix rassurante lui dire que tout irait bien, d'aspirer à ton jugement, toujours juste et jamais intéressé. C'est cette série qu'elle commence à regarder, celle que vous regardiez ensemble, et qu'elle regarde maintenant seule, l'épisode se terminant sans personne pour commenter, discuter, rire avec elle de la scène drôle. Ce sont ces petits vides du quotidien que la fierté ne peut combler, qu'aucun discours d'émancipation ne peut dissimuler, qui apparaissent silencieusement et s'accumulent jusqu'à ce que le poids devienne trop lourd pour être ignoré, jusqu'à ce qu'elle soit obligée d'affronter la vérité qu'elle a toujours cherché à cacher. Et puis arrive ce moment précis, que ce soit par une nuit pluvieuse, un dimanche après-midi interminable, ou juste après une rencontre décevante avec quelqu'un qui n'arrivait même pas à la cheville de ce que vous étiez, où l'orgueil ne suffit plus à garder son sang-froid, où les justifications deviennent trop creuses pour y croire encore, où la voix intérieure qu'elle a étouffée pendant des mois résonne plus fort que tout et affirme avec une clarté indéniable qu'elle avait tort, que ce qu'elle avait était vraiment précieux, que ce qu'elle a trouvé ensuite n'était rien comparé à cela, que le réconfort qu'elle ressentait à vos côtés n'était pas une limitation, mais une sécurité, et qu'elle a confondu sécurité et complaisance par manque de maturité émotionnelle. L'orgueil s'effondre alors complètement, et ce qui reste, ce n'est pas la faiblesse, mais la lucidité. C'est elle, enfin, sans armure, qui regarde la situation avec le regard clair de celle qui a cessé de se défendre et qui a commencé à être honnête. Et c'est dans cette honnêteté, dans cette vulnérabilité, qu'elle a si désespérément évité qu'elle parvient enfin à vous voir clairement.
non pas à travers le filtre de ce qu'elle pensait vouloir, mais à travers la vérité de ce qu'elle avait et du vide qui subsistait lorsqu'elle est partie. Quatrième moment, quand vous réalisez que vous ne l'avez jamais trahi. Nous vivons dans une génération où la trahison est devenue presque une fatalité dans les relations, où les histoires de tromperie et d'infidélité sont si courantes que l'on considère la fidélité comme une exception admirable et non comme le minimum attendu de tout partenaire qui prétend aimer. Elle a grandi en voyant des amis trahis, en entendant des histoires d'hommes qui juraient amour tout en ayant des conversations secrètes au téléphone, qui demandaient sa confiance tout en tissant des mensonges élaborés, qui la regardaient dans les yeux et lui promettaient l'exclusivité tout en menant une double vie avec une facilité déconcertante. Et dans ce contexte, dans cette réalité qui a façonné sa vision des relations et des hommes, tu étais tout à fait différent. Tu étais constant, fidèle, loyal, non pas parce que tu étais surveillé ou que tu n'en avais pas l'occasion, mais parce que c'était ta nature, parce que c'était le genre d'homme que tu étais, quelles que soient les circonstances ou les tentations. Et au moment de leur relation, elle le savait, elle le ressentait, mais elle en a profondément sous-estimé la valeur car la fidélité semblait évidente quand on la possédait, tout comme la santé semble évidente quand on est en bonne santé et ne devient un bien précieux que lorsqu'on la perd. Quand elle recommencera à explorer le monde après la rupture, quand elle rencontrera de nouvelles personnes avec ce mélange d'excitation et d'espoir propre au début d'une vie, elle sera confrontée à une réalité qui lui rappellera ce qu'elle a vécu. Elle rencontrera des hommes qui parlent de relations sérieuses une semaine et disparaissent la suivante, sans explication. Elle s'engagera avec quelqu'un qui semblait différent et découvrira trop tard qu'il y avait une autre personne dans cette histoire. Elle fera confiance à un profil qui paraissait fiable et constatera que la loyauté était sélective et opportuniste. Elle entendra des excuses inventives, des explications qui n'expliquent rien, et éprouvera cette nausée de réaliser qu'elle a été trompée par quelqu'un en qui elle avait accordé sa confiance, une confiance si chèrement acquise. Et dans chacune de ces déceptions, dans chacun de ces matins où elle se réveillera avec le poids du manque de respect, ton nom lui apparaîtra avec une clarté douloureuse, non pas comme un souvenir doux et nostalgique, mais comme un contraste brutal et impitoyable qu'elle ne pourra ignorer. Elle se souviendra que tu ne lui as jamais fait subir tout cela, qu'avec toi, elle dormait paisiblement. Avec toi, son téléphone portable n'a jamais été source d'inquiétude ni d'enquête. Avec toi, la confiance était solide, car elle reposait sur des actes concrets et non sur de belles paroles. La prise de conscience la plus transformatrice, celle qui changera à jamais la façon dont elle vous perçoit et dont elle se perçoit dans cette histoire, se produira lorsqu'elle comprendra que la fidélité ne tient pas à l'absence d'occasion, mais à la présence du caractère. N'importe quel homme peut être fidèle lorsqu'il n'a aucun moyen de la trahir, lorsqu'il est entouré de personnes indifférentes, lorsque la vie ne lui présente aucune tentation. La fidélité qui a de la valeur, celle qui mérite respect et reconnaissance sincère, est celle qui perdure lorsque les occasions se présentent, lorsqu'une personne manifeste de l'intérêt et qu'il serait facile de céder, lorsque personne ne regarde et que personne ne le découvre. Et vous aviez ce genre de fidélité, la plus rare et la plus difficile, celle qu'elle ne comprendra pleinement que lorsqu'elle sera de l'autre côté, lorsqu'elle sera celle qui a été trahie et qu'elle se demandera si elle a jamais eu à ses côtés quelqu'un qui ne l'aurait jamais fait. Elle se souviendra que oui, elle se souviendra que c'était vous. Et ce souvenir portera un poids qu'aucune justification, aucune nouvelle relation, aucune distraction ne pourra complètement alléger. Car comprendre que l'on a gâché quelque chose d'authentique dans un monde où l'authenticité se fait de plus en plus rare est l'une des vérités les plus lourdes à supporter. Cinquième moment, quand vous avez l'impression que plus personne ne vous comprend comme avant. Comprendre véritablement quelqu'un est l'une des choses les plus rares et les plus sous-estimées dans une relation. Ce n'est pas le genre de choses qui figure sur les listes de critères de sélection d'un partenaire. Ce n'est pas ce qu'on décrit lorsqu'on parle de l'homme idéal. Ce n'est pas ce qui marque les esprits lors de ces premiers rendez-vous palpitants et nouveaux, et pourtant, c'est précisément ce qui manque cruellement quand cela disparaît.
Et toi, tu la comprenais. Pas superficiellement, comme quelqu'un qui apprend les préférences de base par commodité, pas mécaniquement, comme quelqu'un qui mémorise les habitudes de l'autre. Tu la comprenais vraiment, en profondeur, dans les facettes qu'elle dévoilait rarement, dans les silences chargés de sens, dans les changements d'humeur qu'elle n'avait même pas besoin d'expliquer, car tu savais déjà ce qui se passait avant même qu'elle ne le dise. Tu savais quand elle allait bien mais faisait semblant du contraire. Tu savais quand elle n'allait pas bien mais essayait de paraître forte. Tu savais quand vous aviez besoin de silence ensemble et quand vous aviez besoin de parler jusqu'à épuisement. Il savait comment elle aimait être réconfortée lorsqu'elle était triste, parfois non par des mots, mais par une présence physique et un silence attentif. Il connaissait les vieilles blessures qui la faisaient encore souffrir, les peurs qu'elle portait en elle depuis l'enfance, les insécurités qu'elle dissimulait derrière une assurance qui n'était pas toujours sincère. Ce niveau de compréhension ne se construit pas en quelques semaines, ni au gré de rencontres animées. Il se construit avec le temps, grâce à une attention authentique, un intérêt véritable pour l'être humain à vos côtés. Et vous avez bâti cela avec elle, sans réaliser que vous construisiez quelque chose qu'elle ne retrouverait jamais aussi facilement. Quand elle recommence à fréquenter d'autres personnes après la rupture, quand elle ouvre prudemment son cœur à de nouvelles relations, pensant retrouver la même compréhension qu'avec toi, elle se heurte à un vide inattendu. Elle tente d'expliquer ce qu'elle ressent et réalise qu'elle doit traduire chaque détail, car l'autre personne manque du contexte, de l'histoire, des années d'expérience partagées qui rendent la communication fluide. Elle essaie de raconter un événement du travail et doit tout reprendre depuis le début, présenter chaque personnage, contextualiser la situation avant d'en venir aux faits. Et quand elle y arrive enfin, la réaction n'est pas celle qu'elle attendait. Ce n'est pas la compréhension immédiate que tu lui as offerte, c'est une réponse banale de quelqu'un qui essaie, mais qui n'a tout simplement pas les outils nécessaires pour comprendre ce qu'elle porte en elle. Elle essaie d'être vulnérable et se sent incomprise. Elle tente de faire de l'humour, un humour que seuls ceux qui la connaissent vraiment comprennent et ne reçoit en retour que des regards perplexes. Elle tente d'exprimer une inquiétude qui lui paraît insignifiante, mais qui est immense à ses yeux, et se voit répondre « tu exagères » par une personne qui ignore totalement pourquoi c'est si important pour elle. Et chacun de ces petits malentendus, chacun de ces moments où elle se sent seule, même en présence d'autrui, contribue à une fatigue émotionnelle inattendue, difficile à définir, mais entièrement liée à ton absence. Ce qui sera le plus révélateur et le plus difficile à accepter, c'est lorsqu'elle réalisera que la compréhension entre vous n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un travail acharné, d'une patience et d'un intérêt sincère pour elle. Vous l'écoutiez vraiment lorsqu'elle parlait, non pas l'attention polie de quelqu'un qui attend son tour, mais l'attention véritable de quelqu'un qui traite, retient, relie les informations, se forgeant une image de plus en plus complète de la personne à ses côtés. Vous vous souciez de ce qui comptait pour elle, même si cela n'avait pas forcément d'importance pour vous, car vous compreniez que lorsqu'on aime quelqu'un, les mondes s'entremêlent, et ce qui est important pour l'un l'est aussi pour l'autre. Et cette qualité, cette présence émotionnelle que vous lui offriez naturellement, c'est précisément ce qu'elle a cherché partout sans le trouver. Un jour viendra où, en pleine conversation, elle aura cette pensée claire et douloureuse que vous auriez compris sans avoir besoin d'explication, que vous l'auriez deviné avant même qu'elle ait fini sa phrase. Cette pensée ne durera qu'une seconde, mais elle l'apaisera comme si elle avait duré une éternité dans sa poitrine. 6e moment, quand vous vous souvenez que vous ne l'avez jamais frappé. Dans un monde où la violence psychologique est devenue si banalisée qu'il faut une liste de critères pour savoir si l'on est maltraité ou crié, humilié, rabaissé et manipulé, sont des comportements que beaucoup acceptent comme une fatalité dans les relations conflictuelles. Le fait que vous ne l'ayez jamais agressé, ni physiquement, ni verbalement, ni émotionnellement, est quelque chose qu'elle ne comprendra pleinement que lorsqu'elle aura pris du recul, lorsque le contraste avec ce qu'elle découvre à l'extérieur lui révélera la vérité. Car lorsqu'elle était avec vous, l'absence d'agression semblait être le strict minimum attendu,
Il paraissait évident qu'un homme qui dit aimer ne crie pas, n'humilie pas, n'instrumentalise pas les faiblesses de sa partenaire dans ses accès de colère. Mais ce strict minimum ne paraît minimal que lorsqu'on n'a jamais connu un environnement où même ce minimum n'existe pas. Vous n'avez jamais élevé la voix pour la rabaisser. Vous n'avez jamais prononcé de paroles cruelles lors des disputes, dans le but de la blesser au plus profond d'elle-même. Tu n'as jamais utilisé les secrets qu'elle te confiait dans ces moments de vulnérabilité comme des armes dans des disputes violentes. Tu ne l'as jamais fait se sentir bête, incompétente, insignifiante ou inférieure à ce qu'elle était. Même lors des disputes les plus intenses, ces soirs où la communication était rompue et où vous étiez tous deux à bout, tu as su maintenir une limite que beaucoup d'hommes franchissent sans hésiter, celle qui sépare la discussion de l'attaque personnelle. Quand elle partira et commencera à construire d'autres histoires, quand elle fréquentera des personnes qui n'ont pas sa maîtrise émotionnelle ni sa conscience de l'impact des mots, elle découvrira ce que signifie vivre dans un environnement où l'agression se manifeste de manière qu'elle ne reconnaîtra pas toujours immédiatement. Ce sera la première fois que quelqu'un lui criera dessus lors d'une dispute et elle sera paralysée d'une façon inattendue, car avec toi, cela ne s'était jamais produit et son corps n'avait aucun point de repère pour encaisser un tel choc. Ce sera la remarque passive-agressive qui la rabaisse, déguisée en plaisanterie et le rire forcé qu'elle laissera échapper, tandis qu'elle sentira quelque chose se contracter en elle. Ce sera la façon dont quelqu'un utilisera une insécurité qu'elle a partagée lors d'un moment intime comme argument dans une dispute et le sentiment de trahison qui la submergera de la tête aux pieds. Ce sera le silence punitif de jours entiers sans réponse, utilisé comme punition pour un désaccord, et l'anxiété croissante que ce silence engendrera, une anxiété qu'elle n'a jamais connue avec toi, car tu n'as jamais utilisé le silence comme punition. Et dans chacun de ces moments, dans chaque expérience d'agression qu'elle accumule involontairement, votre image apparaîtra en contraste. La façon dont vous l'avez traitée dans les moments les plus difficiles, la façon dont vous avez argumenté sans détruire, la façon dont vous avez exprimé votre désaccord sans l'humilier, la façon dont vous avez exprimé votre frustration sans la rabaisser. La prise de conscience la plus profonde qui émergera lorsqu'elle se souviendra que tu ne l'as jamais blessée sera que le respect que tu lui as témoigné durant les moments les plus difficiles n'était pas le fruit de l'indifférence ou d'un manque de sensibilité, mais celui d'un amour mature qui comprenait que la personne aimée n'est pas ton ennemi, même en cas de conflit. Il est tellement plus facile de blesser quelqu'un de proche, quelqu'un que l'on connaît profondément, quelqu'un dont on sait exactement comment s'y prendre. Or, tu connaissais ses faiblesses par cœur, tu savais où ça faisait le plus mal, tu savais quels mots pouvaient te blesser le plus, et tu n'as jamais utilisé cette connaissance comme une arme, car tu l'aimais trop pour vouloir la détruire simplement pour avoir raison. Cette retenue, ce choix conscient de préserver sa dignité même dans la colère, même lorsque tu te sentais lésé, même lorsque la situation aurait justifié une réaction explosive, ce choix est l'une des plus hautes formes d'amour qui soit, et pourtant l'une des plus invisibles à tes yeux lorsque tu la regardes, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle comprendra le véritable poids de cela lorsqu'elle se trouvera dans un environnement où ce choix n'est pas fait, lorsqu'elle aura affaire à quelqu'un qui n'a ni cet amour ni ce contrôle. Et ce jour-là, le cœur lourd et les yeux emplis d'une lucidité arrivée trop tard, elle connaîtra avec une certitude absolue l'ampleur de ce qu'elle a laissé partir. 7e moment, quand vous réalisez que les autres hommes ne voulaient que votre corps. Il existe une illusion très séduisante que le monde post-rupture entretient avec brio, celle d'une multitude d'hommes exceptionnels qui l'attendent, des hommes qui désireront tout ce qu'elle a à offrir, qui verront sa profondeur, son intelligence, son âme, et non seulement la surface que tout le monde perçoit. Cette illusion est particulièrement puissante dans les instants qui suivent la rupture, lorsque l'attention soudaine d'inconnus semble prometteuse, lorsque les « j'aime » fusent, lorsque les invitations affluent et qu'elle se sent désirée comme elle ne l'était parfois pas dans sa relation habituelle.
et elle se laisse emporter par cette illusion avec un mélange d'excitation et d'espoir, persuadée que l'avenir sera différent, plus riche, qu'il correspondra à ce qu'elle cherchait sans le savoir. Mais le temps est le meilleur révélateur des intentions, et avec le temps, elle commencera à percevoir un schéma de plus en plus difficile à ignorer, celui des hommes qui l'abordent avec un intérêt apparemment sincère, qui posent les bonnes questions, qui semblent vouloir vraiment la connaître, mais qui, une fois leur objectif atteint, révèlent avec une clarté embarrassante que toute la conversation n'était qu'un prétexte pour parvenir à leur fin. Elle comprendra que nombre de ceux qui l'encensent, en prétendant l'admirer, ne célèbrent en réalité que son apparence, et que lorsqu'elle tente de montrer le reste, sa profondeur, sa complexité, ses valeurs, ses projets, ses opinions, l'intérêt s'estompe à une vitesse éloquente. Tu n'as jamais fait ça. Ah, et elle s'en souviendra avec une précision qui la blessera d'une manière à la fois douce et douloureuse. Douce, car cela confirmera que ce qu'elle a vécu était réel. Douloureuse, car cela confirmera qu'elle a gâché quelque chose de précieux. Tu la voulais entière, pas seulement la partie facile à désirer. Tu t'intéressais à ses opinions même quand tu n'étais pas d'accord, à ses ambitions même complexes, à ses peurs même irrationnelles, à son histoire même douloureuse à entendre. Tu la voyais comme une personne à part entière, avec toutes les nuances et les contradictions que cela implique, et cette vision complète était un don qu'elle n'avait pas encore appris à reconnaître comme le don extraordinaire qu'il était. Quand elle commencera à rencontrer des hommes qui s'enthousiasment lorsqu'elle parle d'elle-même, mais qui attendent clairement que la conversation change de sujet, des hommes qui disent vouloir la connaître, mais qui se sentent mal à l'aise lorsqu'elle exprime son opinion sur des sujets sérieux, des hommes qui célèbrent sa beauté mais qui se taisent lorsqu'elle parle de ses propres rêves. Elle commencera à comprendre la différence entre être désiré et être vu, entre être convoité et être valorisé, entre l'attention qu'elle consomme et l'attention qu'elle suscite. Le moment le plus révélateur sera celui où elle réalisera qu'avec toi, elle n'a jamais eu à se demander si ton intérêt était sincère, jamais à analyser tes messages pour en comprendre le véritable sens, jamais à se sentir objectifiée ou réduite à une simple liste de caractéristiques physiques. Avec toi, elle était une personne, elle était elle-même, avec tout ce que cela implique, et tu l'aimais telle qu'elle était, non pas malgré qui elle était, mais grâce à qui elle était. Ce sentiment d'être véritablement vue, d'être désirée dans son intégralité et non superficiellement, elle réalisera avec une angoisse grandissante qu'il est rare, qu'il n'est pas aussi répandu qu'elle le pensait, que le monde extérieur est bien plus superficiel et égocentrique que ne le laissait paraître la protection de ta relation. Et lorsque cette prise de conscience s'imposera pleinement, lorsqu'elle comprendra qu'elle était traitée comme une rareté qu'elle ne savait pas nommer alors qu'elle en était dotée, le regret prendra une dimension nouvelle et plus lourde, car il ne s'agit pas seulement de te perdre en tant que personne, il s'agit de perdre le seul espace où elle pouvait être entière, sans avoir à se défendre contre quoi que ce soit. 8e moment, quand sa famille vous reproche sans cesse d'avoir été un homme bien. La famille perçoit ce que les regards passionnés ne voient pas toujours, et elle exprime ce que les amis proches n'osent parfois pas dire. Lorsque votre relation s'est épanouie, lorsque vous faisiez partie de la routine, des événements et des déjeuners du dimanche, les membres de sa famille observaient avec le calme et l'attention de ceux qui, bien que n'étant pas pris dans la tourmente, peuvent en percevoir la tempête avec plus de clarté. Ils ont vu comment vous la traitiez. Ils ont perçu le respect dans vos paroles, la patience dans votre écoute, la bienveillance dont vous faisiez preuve dans les moments difficiles, sans qu'on ait besoin de vous appeler. Ils vous ont vu aider sans rien attendre en retour, vous soucier des problèmes de sa famille comme s'il s'agissait des vôtres, traiter les personnes âgées avec une déférence sincère, non pas une façade, mais une qualité qui n'avait pas besoin d'être mise en avant. Ils ont vu votre constance, non seulement en public, non seulement pour briller, mais aussi dans ces moments ordinaires et sans prétention qui révèlent la véritable nature d'une personne. Et lorsqu'elle a décidé de partir,
Lorsque la relation s'est terminée, cette galerie de témoins est restée silencieuse par respect pendant un certain temps. Mais le silence familial n'est jamais éternel, surtout avec le temps, et lorsqu'ils commencent à la voir trébucher sur des choix que vous n'auriez jamais permis si vous étiez encore là. Le moment où la famille se décide à parler est toujours inopportun, toujours douloureux et toujours inévitable. Cela peut arriver en plein dîner, alors qu'elle évoque un aspect de sa vie et que quelqu'un fait cette comparaison inattendue. Ce peut être sa mère qui prononce son nom avec une nostalgie qu'elle ne cherche pas à dissimuler, disant avec cette franchise maternelle parfois plus blessante qu'une critique directe que ce garçon était différent, qu'il avait un cœur différent, qu'elle ne trouvera pas cela partout. Ce peut être son père lors d'une conversation sérieuse, affirmant que vous étiez le genre d'homme qu'il voulait voir aux côtés de sa fille, avec toute l'autorité de celui qui a passé sa vie à évaluer le caractère des gens et qui sait faire la différence entre les apparences et le fond. Ce peut être un frère, un cousin, une grand-mère qui demande avec une innocence désarmante « Et ce brave garçon, qu'est-il devenu ?» sans se douter du mal que cette simple question va causer. Quelle que soit la forme, quel que soit le moment, le message sera le même. Ils ont vu ce qu'elle possédait, ils ont reconnu la valeur de ce qui était là, et son absence a créé un vide qu'ils ressentent aussi, même de loin. Le plus difficile, à cet instant, sera de ne pas entendre ce que la famille a à dire, de ne pas pouvoir la contredire, car elle pourrait ignorer l'avis d'une amie qui ne vous connaît pas vraiment. Elle pourrait minimiser les conseils de quelqu'un qui, selon elle, ne comprend pas pleinement la situation. Elle pourrait se défendre contre les critiques avec des arguments qui lui semblent logiques lorsqu'elle se parle à elle-même. Mais face à la famille, face à ceux qui la connaissent depuis toujours, qui la connaissent intimement, qui n'ont aucun intérêt personnel à déformer la réalité, face à ceux qui confirment ce qu'elle commence déjà à soupçonner au fond d'elle-même, ses défenses s'effondrent. Elle entendra sa famille parler de vous avec une affection et une nostalgie qui ne sont ni exagérées ni manipulatrices, mais simplement sincères. Et cette sincérité la touchera profondément et la hantera pendant des jours. Elle y pensera jusqu'au coucher. Elle se réveillera en y repensant. Elle tentera de construire un contre-argument et réalisera qu'il est vide, qu'il est fait d'orgueil et non de vérité. Et il viendra un moment, peut-être tard dans la nuit, lorsqu'elle sera seule avec ses pensées, sans aucune distraction pour se cacher, où elle s'avouera très doucement que sa famille a toujours su, et qu'elle, qui aurait dû être la personne la plus capable de voir ce qui se passait, a été la dernière à comprendre. 9e moment, quand vous posez votre tête sur l'oreiller et réalisez que vous êtes seul. Il existe une solitude particulière qui s'installe la nuit, une solitude unique en son genre, car on ne peut y échapper, s'en distraire, la combler par des mouvements, du bruit ou une compagnie superficielle. Le jour, on peut s'occuper, créer un rythme qui ne laisse aucune place à la pensée, exister à une vitesse qui maintient les pensées à distance. Mais la nuit arrive avec une brutalité inéluctable, le bruit du jour s'estompe, le téléphone portable cesse de sonner, les amis rentrent chez eux. Et elle reste là, seule, face au plafond, avec l'oreiller qui reste du mauvais côté du lit, dans un silence différent lorsqu'elle est seule, un silence qui prend une dimension et une profondeur lorsqu'on a pris l'habitude de le partager. Et c'est précisément à cet instant, dans cette transition entre le crépuscule et le sommeil qui tarde à venir, que la présence de son absence se fait sentir d'une manière qu'elle ne peut rationaliser, minimiser, dont elle ne peut se convaincre qu'elle n'a pas d'importance. Elle compte énormément, et la nuit ne lui laisse pas le temps de faire semblant que ce n'est pas important. Elle se souviendra des nuits passées avec toi, pas forcément les nuits spéciales ou les dates marquées sur le calendrier, mais les nuits ordinaires, les nuits sans histoire, celles où vous étiez simplement allongés là, à parler de tout et de rien à la fois. Elle se souviendra du poids de ton bras autour d'elle lorsqu'elle s'est endormie, de la façon dont vos respirations se synchronisaient sans que personne ne vous le dise, de cette sécurité absurde et inexplicable de savoir qu'elle avait à ses côtés quelqu'un qu'elle connaissait et en qui elle avait une confiance absolue.
Elle se souviendra des nuits où elle se réveillait en sursaut, avec cette angoisse indéfinissable qui surgit parfois sans raison, et où tu étais là, et où ta simple présence suffisait à apaiser son corps. Elle se souviendra des conversations nocturnes, celles qui n'ont lieu que lorsque tout le monde dort, et que vous restez éveillés à parler de choses dont on ne parle jamais le jour, des sujets que la lumière du soleil rend impossible à aborder, mais que l'obscurité de la chambre permet. Ces conversations, ces moments intimes, sans public, qui semblent insignifiants mais qui constituent la véritable architecture d'une relation, c'est ce que la solitude de la nuit lui fera restituer avec une clarté qui lui fera prendre conscience de la valeur de ces instants et de la façon dont elle les tenait pour acquis. L'oreiller vide à côté d'elle est un silence qui hurle, comme rien d'autre ne saurait le faire. Elle peut remplir sa journée de projets, de gens, d'activités, publier des photos joyeuses, construire un récit d'indépendance et de connaissance de soi qui paraît cohérent à la lumière du jour, mais lorsque sa tête touche l'oreiller et qu'elle se tourne du côté où tu devrais être et qu'elle découvre le vide, tout s'arrête. Impossible de jouer un rôle pour qui que ce soit à cet instant, impossible de convaincre le silence de la pièce qu'elle va bien, impossible de tromper son propre corps qui conserve encore le souvenir sensoriel de ta présence. Et c'est dans cet espace d'authenticité, dans cet instant sans public ni défense, qu'elle s'autorisera à ressentir la véritable ampleur de sa perte, non pas ce qu'elle a perdu en théorie, non pas dans les analyses qu'elle mène au quotidien, mais ce qu'elle a perdu en pratique, dans le quotidien, dans ce petit geste fondamental de ne plus être seule dans un lit qui lui paraît immense depuis ton départ. Cette solitude nocturne n'a pas de remède miracle, pas de solution immédiate. Et c'est précisément votre présence qui lui fera comprendre que ce qu'elle avait avec vous n'était pas qu'une simple relation, c'était un foyer qu'elle portait dans son cœur, et que sans vous, ce foyer est devenu vide. 10e moment. Quand vous comprenez que l'amour n'est pas quelque chose que l'on rencontre plusieurs fois dans la vie. On a vendu à la génération actuelle un mensonge savamment orchestré. L'amour est abondant. Plusieurs âmes sœurs attendent chacun d'entre nous. Si une relation échoue, il suffit de passer à autre chose, car la suivante sera meilleure. La vie amoureuse est une succession infinie d'occasions, et en rater une n'est pas une véritable perte puisqu'une autre se présentera bientôt. Ce discours est rassurant, commode. C'est exactement le genre de chose à laquelle on a envie de croire lorsqu'on essaie de se convaincre qu'une décision difficile était la bonne. Elle y croyait, ou du moins elle essayait d'y croire, elle s'y efforçait, elle se le répétait avec suffisamment de conviction pour continuer. Mais la vie a sa façon bien à elle de déconstruire les récits rassurants, et elle commencera à déconstruire celui-ci lorsque les mois passeront et que les relations tentées seront loin d'égaler ce que vous avez vécu. Lorsque le lien qui semblait facile à reproduire s'avérera extraordinairement difficile à retrouver, lorsqu'elle commencera à réaliser que ce qu'elle a vécu avec vous n'était pas le fruit du hasard ou des circonstances, mais le fruit d'une rare combinaison de compatibilité, d'efforts mutuels, de timing et de caractère qui ne peut être reproduite à la demande, qui n'apparaît pas simplement parce qu'elle a décidé qu'elle était prête à la recevoir. L'amour que vous partagiez, cet amour qui comprend, qui prend soin, qui perdure, qui s'épanouit avec le temps au lieu de s'éteindre, cet amour qui est aussi amitié, complicité et sécurité, cet amour-là est rare. C'est celui que la plupart des gens recherchent pendant des années sans le trouver. Celui que certains ne trouvent jamais vraiment. Celui qui, lorsqu'il apparaît, se dissimule sous des apparences ordinaires, car la véritable grandeur des belles choses se manifeste rarement en grande pompe. Elle rencontrera des gens intéressants. Elle ressentira des attirances prometteuses au premier abord. Elle nouera des liens étroits, mais où il lui manque quelque chose d'indéfinissable, dont l'absence la hantera constamment. Et avec le temps, elle comprendra que ce qui lui manque, c'est précisément ce que tu lui offrais, non pas comme une caractéristique isolée, mais comme la somme de tout ce que vous étiez, une combinaison unique et irremplaçable, car chaque personne est unique, et ce qui existait entre vous deux était le fruit de votre union. Cela ne peut être recréé.
On peut construire quelque chose de différent, on peut trouver quelque chose de nouveau doté de qualités distinctes, mais ce qui fut, dans sa forme exacte, ne revient pas et ne peut être reproduit. Et lorsqu'elle comprendra enfin cela profondément, et pas seulement intellectuellement, lorsqu'elle ressentira cette vérité dans son corps et pas seulement dans sa tête, le poids de ce dont elle s'est libérée aura une dimension qu'aucune distraction ne pourra diminuer. Comprendre que l'amour est une chose qu'on ne rencontre pas plusieurs fois dans sa vie n'est pas du catastrophisme, ni une exagération romantique. C'est une vérité statistique et émotionnelle que l'on accepte pleinement que lorsqu'on a déjà suffisamment souffert pour avoir un point de comparaison. Elle finira par se retourner sur son passé et y voir plus clair. Elle verra ce qu'elle a vécu avec toi comme le point culminant de cette période et ses autres relations comme la preuve que ce niveau de connexion n'est pas accessible partout ni avec n'importe qui. Et elle comprendra que lorsqu'on tient quelque chose de rare entre ses mains, la décision de laisser partir n'est pas anodine et sans conséquences. C'est une décision aux conséquences réelles qui se révèlent lentement et inexorablement avec le temps. Non pas que la vie s'arrête, non pas qu'il soit impossible d'être heureux, mais ce bonheur particulier, cette alchimie unique, cette histoire qui s'écrivait avec toi, n'avait qu'une seule version, et elle s'est terminée avant d'atteindre son apogée. Cette compréhension viendra et elle restera, elle sera une ombre qui parfois pèse plus lourd et parfois moins, mais qui ne disparaît jamais complètement. Et elle portera la leçon la plus importante que votre rupture vous aura apprise. 11e moment. Quand vous vous souvenez que vous aviez une direction à suivre dans sa vie. La direction est l'une des choses les plus discrètement puissantes qu'un partenaire puisse offrir dans une relation. Et pourtant, c'est l'une des moins appréciées de son vivant et l'une des plus regrettées en son absence. Ce n'est pas quelque chose qui se manifeste lors des premiers rendez-vous. Ce n'est pas ce qui fait battre le cœur, la chamade au début, mais c'est ce qui donne du sens à la vie sur le long terme, ce qui transforme deux individus en un projet commun qui dépasse l'immédiat, ce qui donne du poids et de la substance à une relation qui pourrait n'être qu'une simple camaraderie, mais qui, avec toi, était bien plus que cela. Tu savais où tu allais. Tes projets n'étaient pas de vagues rêveries, ils étaient structurés, avec des étapes, empreints du sérieux de quelqu'un qui comprend que les rêves sans action ne sont que de jolies pensées, sans conséquences réelles. Tu avais une vision de l'avenir qui l'incluait. Non pas de manière possessive ou contrôlante, mais de manière généreuse et constructive. La vision de quelqu'un qui construisait quelque chose et voulait le construire ensemble, qui voyait dans le partenariat un moyen d'aller plus loin et non une limite à son propre cheminement. Et cette orientation que vous lui avez donnée a créé une stabilité émotionnelle et pratique qu'elle a absorbée sans s'en rendre compte, qui a agi comme une boussole lorsqu'elle manquait elle-même de clarté, qui a donné à sa vie quotidienne une solidité qu'elle ne comprendra pleinement que lorsqu'elle vivra sans elle. Lorsqu'elle partira et commencera à naviguer seule dans la vie, sans son guide, sans la stabilité que leur relation conférait, elle ressentira un sentiment de dérive difficile à nommer, mais impossible à ignorer. Elle se retrouvera en couple avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, qui prend des décisions impulsives, qui vit l'instant présent avec une intensité d'abord exaltante, mais qui révèle un manque de profondeur lassant, usant et ne menant systématiquement nulle part. Elle tentera de s'engager avec quelqu'un qui a des projets personnels, mais qui n'a ni la capacité ni l'envie de construire un projet commun, qui conçoit la vie comme un voyage solitaire, où le partenaire est un personnage secondaire et non un coprotagoniste. Elle rencontrera des hommes qui parlent beaucoup de leurs désirs, mais qui manquent de concrétisation, qui promettent un avenir avec enthousiasme les premiers mois, et qui, avec le temps, montrent que cet enthousiasme était passager, sans véritable engagement. Et à chaque fois qu'elle se retrouve confrontée à l'absence de direction, elle se souvient, de manière de plus en plus concrète et de plus en plus nostalgique, de ce que c'était que d'être avec quelqu'un qui savait où il allait et qui la portait sur ce chemin avec une fermeté qui semblait évidente, mais qui, elle le découvrira, est extraordinairement rare.
Le souvenir le plus marquant sera celui où elle réalisera qu'avec toi, elle savait non seulement où tu allais, mais aussi où elle allait elle-même. Car la direction que vous suiviez n'était pas seulement la tienne, ce n'était pas un projet individuel qu'elle observait de l'extérieur avec une admiration distante. C'était un projet qui l'incluait, qui prenait en compte qui elle était et ce qu'elle voulait, qui évoluait et s'adaptait au fur et à mesure que vous évoluiez ensemble. Tu l'as aidé à mieux se voir, à cerner plus précisément ses propres objectifs, à transformer des rêves vagues en objectifs concrets grâce au soutien pratique et émotionnel de quelqu'un qui était à ses côtés pour l'encourager et l'aider à construire ce projet. Sans toi, elle réalisera qu'elle a perdu non seulement un partenaire, mais aussi un miroir et une boussole, quelqu'un qui reflétait le meilleur d'elle-même et la guidait dans la bonne direction lorsqu'elle était perdue. Et lorsqu'elle sera véritablement perdue, lorsque la vie lui semblera une succession de jours sans fil conducteur, lorsqu'elle regardera devant elle sans pouvoir distinguer clairement ce qu'elle construit, ni avec qui elle le construit, elle se souviendra combien c'était différent à tes côtés, comment la vie avait un sens qu'elle n'avait pas créé seule. Et ce souvenir sera l'un des plus profonds regrets qu'elle portera, non seulement pour ton absence, mais aussi pour l'absence de tout ce que ta présence rendait possible en elle et autour d'elle. Si cette vidéo vous a touché, montrez votre soutien, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et écrivez « gratitude » en commentaire. Ce simple geste permet à l'algorithme de diffuser ce message à davantage d'hommes qui ont besoin d'ouvrir les yeux et de retrouver leur force intérieure. Chaque interaction que vous faites contribue à ce mouvement. Merci de nous suivre. Restez connectés. Chaque jour, nous partageons des idées et des conseils pour vous aider à renforcer votre mental, à reconstruire votre confiance en vous et à prendre votre destin en main. Gros bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo.